Quand vous vous promenez en forêt, quand vous êtes au travail ou même quand vous êtes installé confortablement chez vous, l'air que vous respirez est pollué. Oui, et cette pollution représente une véritable menace pour votre santé. C'est même devenu une priorité en matière de santé publique au XXIe siècle. Alors, quels polluants doivent attirer notre attention? D'où viennent-ils? Et comment limiter notre exposition? On voit ça tout de suite avec nos deux invités de l'ANSES dans ce numéro de Science en question. C'est parti! Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on s'intéresse à un sujet qui nous concerne tous, la pollution de l'air. Et pour en discuter, nous avons le plaisir, même la joie de vous recevoir. Marion Kersbulk, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors vous êtes chef de l'unité d'évaluation des risques liés à l'air à l'ANSES. L'ANSES, bon, ça parle peut-être pas à tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu la définition de cet acronyme ? Alors, cet acronyme, ça veut dire l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc, c'est une agence d'expertise scientifique. Elle contribue à faire progresser les connaissances pour protéger la santé de l'homme en lien avec l'alimentation, l'environnement et le travail, mais aussi elle vise à protéger la santé des animaux et des végétaux. Une agence gouvernementale. Une agence nationale, oui. Jean, tu le disais, la pollution de l'air, c'est un sujet qui nous concerne tous, mais est-ce qu'on en a tous bien conscience? C'est ce qu'on va vérifier grâce à une question qu'on a posée aux passants dans les rues de Paris. D'après vous, où faut-il vivre pour respirer un air non pollué? A, en ville, B, à la montagne, C, à la campagne, ou D, peu importe, l'air est pollué partout. On vous laisse regarder les réponses. Je dirais la montagne. À la montagne? C'est plus pur que la campagne, pour moi. À la montagne, oui. Pourquoi la montagne? Parce que je pense que c'est au-dessus des... plus près des nuages et du bon Dieu, je sais pas. Moi, je dirais à la montagne. Pourquoi la montagne? Une histoire de pression, il y a moins de circulation de voitures, parce que forcément les routes sont, que ce soit en France ou ailleurs. Je pense que c'est à la montagne, il y a moins de pollution. Je dirais plutôt la montagne. Mais sinon, pour moi, franchement, tout est pollué. Alors, presque tout le monde a répondu la montagne. Et c'est pareil pour le sondage qu'on a fait en parallèle sur notre compte Instagram. On remarque quand même qu'un grand nombre de participants a répondu « peu importe, l'air est pollué partout ». Marion, quelle est la bonne réponse ? C'est sûr qu'à la montagne, il y a beaucoup moins de sources de pollution. Donc, en altitude, oui, on peut s'attendre à avoir des niveaux de pollution moindres. Est-ce qu'on parle d'un air non pollué pour Alors, autant? Non, pas pour autant, on ne peut pas. Mais parce qu'en plus, la pollution peut parcourir des kilomètres et aussi atteindre les montagnes. Mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup plus des vallées encaissées. À Grenoble, par exemple? Ou ça revient oui, assez fréquemment d'entendre qu'à Grenoble, il y a quand même une pollution qui stagne. C'est la topographie. C'est sûr que la topographie peut jouer sur le niveau de pollution. Donc la bonne réponse, finalement, c'est donc pas la montagne, c'est la réponse D, finalement. Peu importe, c'est pollué partout. Bon, ça vaut quand même peut-être le coup de faire un rappel sur les polluants qu'on trouve dans l'air, parce que finalement, c'est un vrai cocktail. Alors oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qu'on peut trouver dans l'air qu'on respire, des polluants qu'on trouve? Alors oui, vous avez dit le terme d'un cocktail. Donc c'est un mélange complexe à la fois de composés gazeux. Donc là, comme exemple par rapport aux polluants qu'on surveille dans la qualité de l'air aujourd'hui, c'est le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, mais on a aussi des particules. Et dans ces particules, on peut aussi trouver dans la composition chimique des éléments métalliques comme le plomb, le nickel, l'arsenic. Donc là, des particules, des petites de la matière, quoi. Oui, c'est ça. C'est des particules en suspension qu'on va respirer, ouais. Et qui sont définis justement en fonction de leur taille aussi. On y pense peut-être un peu moins, mais est-ce que les polluants, il y a des matières organiques qui sont considérées comme des polluants aussi? Alors, on a des composés aussi organiques volatiles qui peuvent là aussi être précurseurs et contribuer à former des polluants secondaires. Parce qu'on distingue aussi les polluants primaires qui sont issus directement de sources, de ceux qui sont formés par des réactions dans l'atmosphère. Et donc là, il faut aussi des composés gazeux à l'origine pour qu'une réaction se passe, avec aussi des conditions. L'ozone est un bon exemple pour ça, où là, il faut des conditions d'ensoleillement. Et alors, quand on parle de pollution de l'air, est-ce qu'on parle plutôt de la pollution extérieure ou intérieure, ou finalement Alors nous, à l'ANSES, on s'intéresse à l'ensemble de ces problématiques, que ce soit la pollution de l'air extérieure, qu'on appelle pollution atmosphérique, mais aussi la pollution de l'air intérieur, qui est moins médiatisée et moins connue, peut-être du grand public.
Le problème, c'est qu'on y est exposé tous les jours à cette pollution de l'air avec de vrais impacts sur la santé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des effets que ça peut avoir sur l'organisme? Alors, dans les exemples d'effets, donc à la fois, il faut savoir que c'est à l'origine de maladies, mais ça aggrave aussi des symptômes. Donc, on parle beaucoup des symptômes respiratoires. Donc là, l'exemple le plus classique, c'est l'asthme et l'exacerbation de l'asthme pour les gens qui sont déjà asthmatiques. On a aussi des maladies cardiovasculaires, donc, comme l'hypertension artérielle, des effets sur le métabolisme. Donc là, en exemple, c'est le diabète de type 2, mais aussi des effets neurologiques. Là, chez l'enfant, ce sont des troubles cognitifs, mais il y a aussi des pathologies plus graves. Ça peut provoquer des cancers, ça peut réduire l'espérance de vie et conduire aussi au décès. On sait que l'impact de l'exposition à long terme est plus important que l'impact de la pollution à court terme. Et donc, il faut agir vraiment au long cours pour réduire les niveaux de pollution. Oui, parce que c'est une tout au long chronique, de l'année. Voilà. Donc, est-ce que vous étudiez aussi les effets des faibles doses? Parce que j'imagine que le temps pendant lequel on est exposé, vous l'avez dit, donc ça joue, mais aussi est-ce que la concentration a un impact? Donc est-ce que par exemple les faibles doses ont déjà un impact sur la santé? Alors le domaine de la pollution de l'air, c'est qu'on est sur une pollution environnementale où les niveaux sont ceux de la population. Et aujourd'hui, on a des études là plutôt en population épidémiologique qui ont été conduites partout dans le monde où il peut y avoir des niveaux de concentration très différents. Et donc là, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des effets même au niveau de concentration les plus faibles qu'on peut rencontrer, par exemple, dans les pays scandinaves. Et donc, on a des effets, quels que soient les niveaux d'exposition. Et donc, c'est ce qui nous amène aussi à considérer, par exemple, pour les particules, qu'il n'y a pas de seuil discernable. Donc, il faut vraiment réduire les niveaux d'exposition au plus bas. Ok. Et pour compléter, je voudrais quand même dire que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avance un chiffre de 6,7 millions de décès prématurés par an à cause de la pollution, qu'elle soit intérieure et extérieure. Donc voilà, pour prendre conscience quand même de l'enjeu sanitaire qu'il y a derrière. Ah oui, c'est un sujet à très gros enjeux de santé publique. Et en France, on a aussi fait ces estimations-là d'impact sur la santé de la pollution de l'air en France. Et là, c'est Santé publique France qui a estimé à 40 000 morts par an. Donc ça, c'était un rapport publié en 2021. Et là, au début de cette année, ils ont publié une étude complémentaire qui, pour la première fois, a estimé aussi l'impact sur la survenue de maladies, les maladies dont on a parlé. Et donc là, c'est plusieurs dizaines de milliers de nouveaux cas attribuables à la pollution de l'air chaque année. Alors, on va entrer un peu plus dans le détail et on va voir comment l'ANSES travaille sur ce sujet. C'est le Science en Action. Alors, on l'a dit, donc l'air est un cocktail de polluants. Si on se focalise sur l'air extérieur, plutôt l'air atmosphérique, est-ce qu'il y a des polluants qui sont peut-être plus préoccupants que d'autres ? Alors oui, mais c'est là où justement l'OMS définit des valeurs guides pour pouvoir protéger la santé. Et c'est vrai que dans les polluants qui ressortent, c'est les particules, le dioxyde d'azote, parce que là aussi, par rapport à l'impact sur la santé, Santé publique France a fait ses estimations sur ces polluants-là. Donc il y a un vrai enjeu de diminuer les niveaux de concentration sur ces polluants. Et toute réduction des niveaux de pollution amène un bénéfice sanitaire. Donc là, il y a vraiment un enjeu important. Et on a aussi des dépassements des seuils fréquents, parce qu'il y a les seuils réglementaires, et puis il y a les objectifs à atteindre qui sont fixés par l'OMS. Donc les objectifs à atteindre de réduction de diminution des niveaux de concentration dans l'air, oui. Et alors, ces dioxydes d'azote, d'où ils viennent? Quelles sont leurs sources? Alors, ils sont représentatifs justement des émissions de combustion et de la source du trafic routier, par exemple. Donc là, les polluants aussi que je vous ai cités, c'est aussi des marqueurs de la source trafic routier, mais ce n'est pas les seules sources de pollution. Donc, parmi les sources de pollution, on a ce qui est lié à l'activité humaine, l'industrie, l'agriculture, le chauffage résidentiel aussi, mais aussi des sources naturelles, un feu de végétation, un feu d'incendie. C'est une source de pollution. Les embruns marins aussi, j'allais donner d'autres exemples de ce type-là qui peuvent être aussi source de pollution. Quand vous parlez du chauffage résidentiel, c'est pas tous les chauffages, j'imagine, c'est là où il y a de la combustion, donc plutôt du chauffage au bois? Au bois, mais aussi toute combustion de fossiles, même le gaz, mais dans une moindre mesure. Mais... Alors je reviens sur mes polluants extérieurs préoccupants.
L'ANSES en liste quand même plusieurs, Oui. et on trouve aussi des particules dedans. Par rapport aux travaux rendus par l'ANSES, on a justement, au-delà de ces polluants qui sont réglementés parce que leurs effets sont connus depuis de nombreuses années, là, nous, on a analysé les études récentes et on a montré justement qu'il y avait de nouveaux indicateurs de pollution qu'il fallait considérer. Donc là, c'est le carbone suie et les particules ultra fines. Et ça, parce qu'il y avait un niveau de preuve fort d'effet sur la santé. Donc on est toujours sur des effets respiratoires, cardiovasculaires, la mortalité. Mais c'est important aussi de regarder de nouveaux polluants pour lesquels on a justement aussi des effets sur la santé. Quand on dit particules ultra fines, c'est quelle taille? Alors, c'est des particules de taille inférieure à 0,1 micromètre. Et donc, le micromètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un centimètre. Donc, c'est vraiment... Très petit. Voilà, là, on est 10 000 fois plus petit que le centimètre. Et pareil, donc là, toujours avec les mêmes sources d'émissions. Alors, sources de combustion, mais un peu plus variées aussi, l'aéroportuaire. Il y a d'autres sources aussi qui sont citées, mais c'est des sources qui sont moins connues que les sources comme le trafic routier, l'industrie. Alors, maintenant, si on regarde du côté de l'air intérieur, est-ce que là aussi, il y a des polluants qui sont plus préoccupants que d'autres? Alors, par rapport à l'air intérieur, déjà, les polluants peuvent venir de l'air extérieur, il peut avoir un transfert, mais il peut aussi avoir des sources propres liées à la constitution du bâtiment, aux matériaux de construction, aux activités des personnes. Quoi, par exemple? Quelles activités? Le tabagisme, le fait de fumer à l'intérieur de son domicile, mais aussi d'utiliser des produits du quotidien. Des aérosols, beaucoup, des choses comme ça? Oui, même des encens. Tout ce qui est source de combustion, ça engendre justement des émissions de composés organiques volatiles, d'hydrocarbures. Et puis donc, on peut trouver des polluants avec des niveaux plus importants dans les environnements intérieurs que dans l'air extérieur. C'est le cas par exemple du formaldéhyde. Et donc ça, c'est surveillé pareil. Est-ce qu'il y a des réglementations aussi, comme pour l'air extérieur, avec des seuils? Alors, il y a une réglementation qui existe pour des établissements recevant du public, qui vise principalement des établissements qui accueillent un public de jeunes enfants. Et alors, comment l'ANSES intervient concrètement sur cette thématique? Vous avez commencé à nous l'expliquer un peu, mais voilà, si on veut avoir une idée un peu plus précise de ce que vous menez comme travaux. Alors, l'ANSES, justement, dans ses missions d'évaluation des risques, elle conduit des expertises indépendantes et pluridisciplinaires. Donc, ça signifie justement de faire l'analyse des connaissances scientifiques les plus récentes pour pouvoir faire des recommandations pour protéger la santé des populations. Très bien. Vous ne faites pas d'études scientifiques comme pourrait faire l'INSERM, par exemple, qui est l'Institut national chargé de la santé. Vous faites plutôt un état des lieux, des connaissances pour émettre des recommandations, c'est ça? On analyse les données existantes qui peuvent provenir d'instituts de recherche en France que vous venez de citer, mais on se base sur la littérature scientifique qui sont publiées dans des revues internationales, donc qui viennent de partout dans le monde et qui sont publiées en anglais. Est-ce que vous travaillez sur des populations qui seraient peut-être plus vulnérables que d'autres aussi? Est-ce que vous vous intéressez à ça? Alors justement, il y a des études aux États-Unis qui peuvent s'intéresser justement à des caractéristiques de populations particulières. Dans le domaine de la pollution de l'air, on sait qu'il y a des populations plus vulnérables, les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, des personnes qui ont déjà des maladies respiratoires, cardiovasculaires. Et par rapport aux études américaines que je citais, c'est aussi de vivre dans des conditions un peu particulières de pollution, où là, on sait qu'ils sont plus vulnérables à la pollution. Et donc là, vous menez des travaux spécifiques sur ça? Oui. Nous, non, on regarde les données existantes et justement, de par considérer toute la littérature qui existe de par le monde, on peut justement mettre en évidence ces aspects-là. Alors évidemment, la pollution, c'est une source d'inquiétude pour le grand public. On a une question à ce sujet justement, donc je vous laisse regarder. Si ça s'améliorera, voilà. Est-ce que vraiment il y a des chances que ça s'améliore significativement? Alors Marion, est-ce qu'il y a des chances que ça s'améliore? Donnez-nous une petite note d'espoir. Ce qu'on peut dire, c'est que la situation s'est améliorée. Les niveaux d'émissions et de pollution ont diminué pour la plupart des polluants dont on a parlé depuis le début. On voit une tendance à l'augmentation des niveaux d'ozone, mais il faut vraiment persévérer, continuer de mener des actions au long cours pour réduire les niveaux de pollution, ne jamais s'arrêter, jouer sur toutes les sources, ne pas cibler qu'un seul secteur émissif, mais vraiment s'intéresser à toutes les sources d'émissions. Quand on dit que ça s'améliore, est-ce qu'on sait si ça s'améliore à grands pas ou si c'est plutôt une amélioration progressive?
Alors la tendance, on la connaît depuis les années 70-80, donc on voit vraiment une diminution. Après, il faut vraiment pas baisser les bras et continuer pour atteindre les niveaux les plus bas, puisque je vous disais que dans cette pollution environnementale, on sait qu'il y a des effets au niveau les plus bas. Et puis, on a une réglementation qui a été actualisée très récemment au niveau européen et qui a baissé les seuils à l'horizon 2030. Donc, on sait qu'on doit continuer les actions pour diminuer la pollution de l'air. Ok. Et quels sont les enjeux dans les années à venir alors en ce qui concerne la pollution de l'air, notamment pour l'ANSES? Oui, justement, les enjeux pour l'ANSES, c'est la question du changement climatique et le lien avec la pollution de l'air. Il y a aussi des changements de comportement qui jouent. Donc nous, il y a vraiment l'enjeu de pouvoir prendre en considération tous ces éléments-là dans l'évaluation des risques et la connaissance des effets sur la santé. Quand vous parlez de changement de comportement, vous pensez à quoi, par exemple? Je sais pas, le télétravail, le fait qu'on reste, par exemple, plus à la maison maintenant, est-ce que ça pourrait être... Même les mobilités, tous ces aspects-là. Eh ben, merci beaucoup, Marion. Alors, il y a des endroits pollués auxquels on pense moins que d'autres, spontanément, comme le métro parisien. Marine, tu vas nous en dire plus dans le coup d'œil du jour. Alors on va continuer de parler pollution de l'air, mais dans un contexte un peu plus précis, celui du métro et du RER parisien. En 2023, des journalistes pour la série documentaire Vert de rage ont rendu publique une enquête qu'ils ont menée pendant 1 an dans le réseau souterrain de transport parisien. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré la concentration de particules fines dans l'air de toutes les stations du métro parisien et dans celui des stations RER de la Petite Couronne. Ça représente plus de 330 stations en tout. Ouais, et vu ce qu'on se dit depuis le début de l'émission, j'ai peur pour les résultats. T'as pas complètement tort. En moyenne, sur l'ensemble des stations, ils ont mesuré une concentration en particules fines de 24 microgrammes par mètre cube. C'est presque 5 fois le seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais ça ne s'arrête pas là. Les enquêteurs ont voulu comparer l'air à l'intérieur des stations avec celui de l'extérieur. Et donc, ils ont aussi fait des mesures dehors, à la sortie de chaque station. Verdict, sur les quais du métro, l'air était presque 2 fois plus pollué que l'air extérieur. Et l'air extérieur qu'on prend comme référence, c'est déjà l'air de Paris, donc qui n'est pas l'air le plus pur. Ouais. Et on sait quelles stations sont les plus polluées alors ? On sait qu'elles sont les plus surpolluées, c'est-à-dire les stations très polluées en comparaison avec l'air extérieur qu'on a mesuré à la sortie. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est Belleville sur la 2 qui est en haut du classement, suivi de La Défense sur le RER A. Et pour ce qui est des lignes, le trio de tête c'est la 5, le RER A et la 9. Si vous voulez plus d'informations, France Info a publié sur son site une carte interactive avec les mesures de toutes les stations. Mais alors du coup, d'où ça vient cet excès de pollution dans les stations ? Alors déjà, beaucoup de ces particules fines viennent tout simplement de l'air extérieur parce que les stations de métro et de RER ne sont pas hermétiques. Mais la pollution vient aussi de la circulation des trains. En fait, le frottement des rames sur la voie ferrée use le matériel, particulièrement au moment du freinage, et ça génère des poussières métalliques, dont des particules riches en fer. En plus, à chaque fois qu'un train passe, il remet en suspension les poussières dans l'air. Face aux résultats de l'enquête, la RATP a critiqué la méthode de mesure utilisée en disant notamment que c'était des mesures ponctuelles qui n'étaient pas représentative de la pollution dans les transports. Et c'est vrai, on peut se dire que c'est une enquête journalistique, pas scientifique, et donc elle a ses limites. Mais ça tombe bien, l'ANSES a aussi travaillé sur la question. D'après un avis rendu en 2022, la pollution aux particules, fines mais aussi moins fines, jusqu'à 10 microns, est plus élevée dans l'air des enceintes ferroviaires souterraines que dans l'air extérieur, et ce, dans les réseaux de transport de 7 villes françaises, dont Paris. Et on sait ce que ça implique en termes de santé ? Alors, l'inhalation de particules, surtout les particules fines qui vont loin dans l'appareil respiratoire, a été associée à des risques accrus d'inflammation, de problèmes cardiovasculaires, de maladies chroniques, voire de cancer. D'après l'ANSES, on a encore trop peu de données pour affirmer que les niveaux de particules mesurés dans les transports souterrains posent un risque pour les usagers. Malgré tout, le rapport recommande vivement de tout faire pour réduire cette pollution. Parmi les principaux leviers, on a l'amélioration de la ventilation et l'utilisation de systèmes de freinage qui émettent moins de particules. Pour finir, un point que je n'ai pas abordé, c'est l'exposition des travailleurs à ces particules. Les conducteurs, les agents de maintenance, de sécurité, tout le personnel qui travaille dans ces enceintes est exposé à la pollution sur des périodes prolongées. Et pour le coup, l'ANSES a estimé dans un avis de 2015 qu'il y avait des risques probables pour la santé de ces personnes, notamment des risques cardiovasculaires et respiratoires. À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de valeur limite d'exposition professionnelle pour ces travailleurs. En bref, ça donne envie de changer d'air. Et bah, du coup, merci Marine. Alors ça, c'est des travaux qui remontent un peu. Est-ce que vous avez projeté peut-être de les faire dans d'autres villes que Paris ? Alors,
on ne s'est pas intéressé qu'à Paris, hein. On s'est intéressé à la question justement des enceintes ferroviaires souterraines en général, et vous avez cité 7 réseaux justement qui existent en France. Et par rapport à l'absence de seuil, donc là justement on n'a pas pu conclure fermement sur les effets spécifiques de ces particules qu'on trouve dans les enceintes ferroviaires souterraines, mais on a construit des indicateurs pour pouvoir justement suivre cette qualité de l'air en considérant justement les connaissances sur les effets des particules et aussi sur la fréquence, la durée de fréquentation de ces environnements. Et donc, il y avait un chiffre, il s'était comparé à la valeur guide de l'OMS, je crois. Et donc, nous, l'ANSES, on a fourni justement des indicateurs pour pouvoir comparer les niveaux de concentration dans les métros. On est d'accord que vous pouvez fournir des recommandations, proposer des indicateurs, mais que vous n'avez pas le pouvoir d'influer sur les réglementations ou d'imposer des valeurs de référence. Mais aujourd'hui, ils peuvent être pris par les acteurs. Après, est-ce qu'il faut vraiment une réglementation pour que ce soit suivi ? Mais aujourd'hui, ils ont quand même ces outils à disposition pour pouvoir justement évaluer la qualité de leur environnement et aussi voir si les actions qu'ils mettent en œuvre sont efficaces et justement s'ils peuvent atteindre les niveaux que recommande l'agence. Ça leur donne un objectif. Voilà, exactement. Alors, il n'y a pas que les conducteurs et les usagers qui respirent un air pollué, il y a aussi toutes celles et ceux qui travaillent à proximité du trafic routier. Et vous vous en doutez, ils ne respirent pas que de l'oxygène, ils respirent le fameux cocktail dont on a parlé tout à l'heure. Et à présent, on reçoit une de vos collègues à l'ANSES, et vous allez nous dévoiler les résultats d'une étude sur les travailleurs en milieu routier. Alors, à quel point sont-ils exposés ? Quels sont les métiers plus à risque ? Et surtout, comment limiter leur exposition à la pollution de l'air ? On découvre ça tout de suite dans l'esprit d'équipe. Bonjour Clémence Fourneau. Bonjour. Vous êtes chef de projet scientifique dans l'unité d'évaluation des risques liés à l'air à l'ANSES et vous avez coordonné le groupe de travail qui a produit ce rapport. Ce rapport, il évalue l'exposition des travailleurs à la pollution de l'air et plus précisément les travailleurs qui exercent à proximité du trafic routier. De quel métier on parle ? Alors, on va parler à la fois de métiers qui se déroulent à l'extérieur, donc par exemple les éboueurs qui travaillent sur la route au quotidien. On a des personnels aussi qui sont amenés à intervenir, par exemple lorsqu'il y a un accident, qui vont venir pour nettoyer la chaussée, remettre en état la circulation. On a aussi des travailleurs qui passent la journée dans leur habitacle. Donc ça peut être des conducteurs de transport collectif ou de transport routier. Voilà, pour citer quelques exemples. Et plus précisément, qu'est-ce que l'expertise a cherché à évaluer ? À quelles questions elle répond ? En fait, l'expertise cherchait à évaluer si l'exposition et donc les risques liés à cette exposition à la pollution issue du trafic routier pour les travailleurs étaient supérieurs à ceux de la population générale non exposée professionnellement. Donc l'enjeu derrière, c'est ensuite de mieux protéger ces travailleurs exposés pour leur éviter des problèmes de santé. Exactement. Pour produire ce rapport, vous avez réuni un groupe d'experts issus de plein de disciplines différentes. Quelles spécialités étaient représentées ? Alors là, on avait un sujet un peu particulier à la jonction entre le domaine de la santé-environnement et le domaine de la santé au travail. Donc on avait des représentants qui connaissaient bien la pollution issue du trafic routier, donc qui connaissent la mesure des polluants, la chimie des polluants, et d'un autre côté, des personnes plus des domaines de la médecine, de l'épidémiologie ou de la toxicologie. Marion l'évoquait tout à l'heure, on a vraiment la caractéristique de réaliser des évaluations de risque, des expertises pluridisciplinaires. Et votre rôle, là, du coup, c'est de coordonner un peu toutes ces personnes ? Exactement, oui. De faire que les discussions soient faites dans la meilleure entente possible et puis aussi entendre tous les points de vue, chacun puisse trouver sa place, exprimer son domaine de compétences. Parce qu'ils ne parlent pas forcément avec le même vocabulaire, ou pas les mêmes références. Non, parfois on a besoin de petites mises à niveau en début d'expertise, dans les premières réunions. On essaye de faire communiquer au mieux tout le monde, de trouver une sorte de vocabulaire commun pour répondre au mieux aux questions qui nous sont posées. Et alors, sur quels critères sont sélectionnés les membres qui font partie du groupe d'experts ? Le premier critère, c'est les compétences qu'on recherche pour parvenir justement à cette pluridisciplinarité de l'expertise. Et ensuite, il y a un enjeu ils doivent remplir une déclaration publique d'intérêt
parce qu'on s'assure de l'indépendance de l'expertise. Et donc, il ne faut évidemment pas que les personnes que l'on recrute aient de conflits d'intérêts au vu de la thématique qu'on traite. Donc, c'est le deuxième point. Doit être indépendante, vraiment neutre. Exactement. Ces experts ont notamment étudié le niveau d'exposition des travailleurs à la pollution, mais la pollution, c'est très vaste. On l'a dit, il y a énormément de polluants dans l'air. Comment vous avez choisi quels polluants évaluer ? Alors, on a regardé déjà quels étaient les polluants spécifiques du trafic routier, donc générés par le trafic routier, donc que ce soit à l'échappement, donc tout ce qui va sortir du pot d'échappement en fait, pour des véhicules à moteur thermique. Là, vous voyez du coup. Donc, par exemple, il y a des aldéhydes comme le formaldéhyde ou des hydrocarbures comme le benzène qu'on cite assez régulièrement ou des polluants de type carbone suie ou dioxyde d'azote. Et après, on a des polluants qui sortent majoritairement hors échappement. Donc ça va être lié à l'usure soit du système de freinage, l'usure des pneus, l'usure de la chaussée ou aussi de la remise en suspension de particules qui sont déjà présentes sur les routes. D'accord. Et est-ce que l'impact sur la santé de ces polluants est aussi un facteur que vous avez retenu ? Oui, c'était la deuxième condition en fait, de sélection des polluants à évaluer, qu'ils soient très spécifiques du trafic routier et qu'ils soient connus pour avoir des impacts sur la santé. Après, les impacts peuvent être différents. On a beaucoup, Marion l'évoquait tout à l'heure, d'effets respiratoires, effets cancérogènes et autres types d'effets, mortalité par exemple. Et au total, combien de polluants ont été évalués ? Les polluants qu'on a retenus pour réellement faire la démarche d'évaluation des risques, c'était 24 polluants. D'accord. On voit que certains ont été barrés sur le schéma. C'est pour quelle raison ? Oui, c'est parce que dans la majorité des cas, on n'avait pas de référentiel sanitaire, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler un seuil de toxicité, une concentration à partir de laquelle on va déclencher les effets sanitaires pour ces polluants. Vous manquiez d'informations à ce sujet. Voilà, on n'était pas en mesure de réaliser concrètement, de calculer les risques. Ok. Tous ces polluants, ils n'ont pas les mêmes valeurs de référence, les mêmes seuils de toxicité. Ça veut dire que pour ces 24 polluants, vous avez dû évaluer le risque d'exposition individuellement ? Exactement. C'est un sacré travail. Pour chaque polluant, oui. Ouais. En plus, il y a plein de paramètres à prendre en compte, en plus de la diversité de ces polluants. Par exemple, entre un chauffeur routier qui passe la journée dans son camion et puis, comme vous le disiez, des professionnels qui sont plutôt en extérieur, c'est pas du tout le même environnement. Est-ce que c'est pris en compte aussi dans l'expertise ? Oui, on a admis très vite qu'on ne serait pas en mesure de caractériser l'ensemble des situations d'exposition professionnelle. Donc on a dégagé des grandes circonstances d'exposition. Il y en a 3. Travail en extérieur, donc les boueurs, le livreur de plateforme. On a aussi la circonstance habitacle, donc pour les conducteurs de transport collectif, de personnes, les conducteurs de transport routier. Tous ceux qui sont à l'intérieur. Exactement, qui vont vraiment rester la majorité. Enfin, c'est vraiment des questions de temps passé sur la durée de travail. Ils passent la majorité de leur temps de travail à l'intérieur du véhicule qu'ils sont amenés à conduire. Et la troisième catégorie, c'est des personnes qui jonglent en fait entre ces deux circonstances. Ils sont à la fois à l'extérieur, à la fois dans l'habitacle d'un véhicule. Et c'est par exemple le cas des personnes qui interviennent sur les accidents, qui ne font pas forcément que cette activité, qui peuvent aussi surveiller la qualité des routes. Et dans ce cas-là, ils sont dans un véhicule une partie de la journée. Ça veut dire que vous avez mené des entretiens pour avoir une idée précise de leur travail et la répartition du temps dans leur journée ? Exactement. Ouais. On a rencontré des représentants de différentes fédérations professionnelles. On s'est aussi documenté via la littérature et on a essayé de dégager des tendances en fait, à partir de ces informations spécifiques sur certaines catégories de métiers. Pour faire une typologie qui essaie d'englober un maximum de situations différentes. Pour rendre en fait, les conclusions et les observations les plus généralisables possibles. Et même au sein d'une même catégorie, on a quand même des profils différents en fonction du nombre d'heures passées au travail, de la durée de la carrière. Est-ce que c'est aussi des choses qui sont prises ? Est-ce qu'il y a ce niveau de détail dans les calculs ? On a essayé justement de construire des scénarios d'exposition qui permettent de faire varier un certain nombre de paramètres et de prendre en considération cette variabilité de temps passé au travail, de niveau de concentration auquel on peut être exposé. Il y a des hypothèses où le niveau est modéré, d'autres où il est fort pour chacun des 24 polluants testés. Il y a aussi des expositions à court terme ou à long terme qui ne produisent pas les mêmes effets, on l'a vu tout à l'heure. Et il y a combien de scénarios au total qui ont été étudiés ?
Sur l'ensemble des scénarios proposés, on est à 22. 3 catégories, 22 scénarios. Ok. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Clémence, quelles sont les principales conclusions du rapport pour ce qui est de l'exposition de la pollution et aussi des risques pour la santé des travailleurs? Alors, les niveaux d'exposition aux polluants issus du trafic routier sont supérieurs à ceux de la population générale non exposée. C'était attendu, j'imagine. C'était plutôt attendu. Et de fait, les risques encourus par les travailleurs sont supérieurs à ceux de la population générale. Après, ce qu'on a vraiment observé, c'est que dans les habitacles, on a des niveaux d'exposition et donc des niveaux de risque qui sont plus élevés que pour les travailleurs en extérieur. Pour certains polluants, ça peut aller ça peut dépasser un facteur 10 en termes de surexposition dans l'habitacle pour les travailleurs par rapport à la population générale non exposée. C'est plutôt étonnant parce qu'on aurait l'impression, de manière intuitive, on se dirait que les habitacles protègent un peu de la pollution extérieure. Et on l'a dit avec Marion aussi, parfois l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, il y a des études justement qui ont été conduites en France et c'est sur celles-ci qu'on s'est basé pour pouvoir justement estimer ces niveaux d'exposition dans l'habitacle. Et là, il y a la configuration d'ouvrir les fenêtres, de les fermer, d'être dans un mode de circulation, de recirculation d'air, d'être proche aussi du pot d'échappement d'avant, de la voiture devant. Donc tous ces éléments-là contribuent à expliquer que les niveaux rencontrés dans les habitacles peuvent être supérieurs aux niveaux dans l'air extérieur. Parmi tous les polluants qui ont été évalués, 3 en particulier ressortent dans le rapport, le dioxyde d'azote, les particules fines et le carbone suie, dont on a déjà parlé ensemble. Pourquoi ces 3-là ont retenu votre attention plus que les autres, ou sont plus ressortis que les autres? Parce que ce sont des polluants pour lesquels on observe les niveaux de risque les plus préoccupants. Par exemple, pour le dioxyde d'azote, que ce soit pour les expositions à court terme ou à long terme, on est au-delà des seuils de risque acceptables. Et même pour les expositions court terme, la population générale semble être en dessous du seuil de toxicité, du seuil de risque, alors que les travailleurs, eux, le dépassent au vu de leur surexposition. Donc c'est ceux sur lesquels il faudrait agir en priorité, j'imagine? Oui. C'est ceux qui sont à surveiller et sur lesquels, si on agit, on va avoir le plus d'impact en termes de santé. Justement, en parlant de solutions et de moyens d'action, quelles sont les recommandations de l'ANSES pour essayer de limiter cette exposition des travailleurs aux polluants du trafic routier? Alors, outre le fait de poursuivre les efforts déjà engagés par les pouvoirs publics pour améliorer la qualité de l'air, on recommande aux employeurs de considérer cette pollution dans leur dispositif d'évaluation des risques professionnels. Et aussi, on a quelques recommandations de bonnes pratiques. Donc, par exemple, pour un travailleur en extérieur, si possible, éviter de circuler, ou dans un habitacle, éviter de circuler aux heures de pointe, limiter autant que possible le temps passé dans la circulation ou en bord de route. On peut aussi essayer d'emprunter des itinéraires alternatifs quand on est dans un véhicule ou sur un vélo, par exemple, en cas d'embouteillage. Est-ce que ouvrir les fenêtres, par exemple, c'est aussi une piste? Alors là, pour les recommandations de bonnes pratiques dans les habitacles, on peut ouvrir les fenêtres, mais ça dépend dans quelles circonstances. Par exemple, quand on arrive dans un tunnel ou qu'on est dans un embouteillage, là, on recommande au contraire de fermer les fenêtres, d'enclencher le mode de recirculation de l'air pour justement éviter de contaminer l'habitacle par le niveau de pollution qui sont plus importants pour certains polluants dans ce type d'environnement. Mais finalement, toutes ces recommandations, c'est des choses que nous aussi, qui ne travaillons pas forcément en milieu routier, on peut appliquer quand on circule? Tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi d'autres, de manière plus générale, là je quitte un peu le monde routier, mais est-ce qu'il y a d'autres recommandations comme ça qu'on peut conseiller aux gens pour limiter leur exposition? Déjà, pour justement aussi contribuer à l'amélioration de la pollution de l'air, d'avoir recours, de limiter le recours à la voiture et de changer de mobilité, de prendre les transports en commun ou de passer par des mobilités actives comme le vélo et la marche. Ça, c'est vraiment des recommandations qu'on peut faire aussi à la population. Et en air intérieur, j'imagine que comme on parlait des différentes sources de pollution, peut-être éviter les bougies, les encens, tout ça fait partie aussi des recommandations. Exactement, de renouveler aussi l'air quand on fait une activité de bricolage, ouvrir les fenêtres pour que justement l'air soit renouvelé. Tout ça, c'est des conseils qu'on donne à la population.
Très bien. Eh ben, merci à toutes les deux. Alors, on entend beaucoup de choses sur la pollution de l'air, hein, mais parfois pas toujours évident de discerner ce qui relève du mythe ou de la réalité scientifique. Donc, on va éclaircir ça avec un vrai ou faux. On regarde ça tout de suite. Alors, le principe est simple. On va afficher 3 affirmations à l'écran et pour chacune d'entre elles, on va vous demander de nous dire si c'est plutôt vrai ou faux. Donc, vous qui nous regardez à la maison, vous pouvez jouer. Hein. On va laisser un petit laps de temps pour que vous fassiez votre idée. Et puis, on va commencer tout de suite avec la première affirmation. Alors, regardez, les masques anti-pollution nous protègent contre la pollution de l'air. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est des masques qu'on peut trouver dans le commerce qui promettent de se protéger de cette exposition-là. Et on ne parle pas là des masques Covid, voilà, ça c'est encore autre chose. Donc c'est un type de masque bien précis. Je me tourne vers vous, Marion. Oui. Est-ce que c'est plutôt vrai ou faux ? Alors, c'est faux. Alors, nous, on a mené une expertise avant, justement, la pandémie de la Covid. Donc, on n'a pas évalué de nouveaux masques depuis. Mais à l'époque, on constatait que les masques qui étaient sur le marché français visaient surtout la pollution par les particules. Et là, on revient à ce qu'on a dit. La pollution de l'air, c'est un mélange beaucoup plus complexe. Il y a aussi des polluants gazeux. Et donc, ces masques ne peuvent pas protéger de cette pollution-là. Et ils peuvent aussi donner un faux sentiment de protection et engendrer justement aussi des comportements d'aller dans une zone où le niveau de pollution est plus important en pensant être protégé en portant un masque. Est-ce qu'il pourrait quand même avoir une efficacité pour certaines particules uniquement ? Ça filtre un minimum ou c'est vraiment pas du tout efficace ? Ils revendiquent une efficacité qui aujourd'hui est évaluée en conditions de laboratoire, mais nous, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on manque vraiment aussi d'informations sur l'efficacité en conditions réelles, parce que l'efficacité de ce type de masque, ça dépend aussi de la façon dont il est porté, et qu'il s'adapte aussi au visage. Donc, et tous ces facteurs-là ne sont pas documentés aujourd'hui. Alors, on va passer à la deuxième affirmation qui va s'afficher juste ici. Le risque pour la santé n'a lieu que lors des pics de pollution. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Non, c'est faux. Mais là, on revient sur ce que j'ai évoqué aussi au début de l'émission, sur l'impact est plus important du fait de l'exposition chronique à la pollution de l'air. Même s'il y a des effets à court terme liés à des pics de pollution, l'impact le plus important, et il faut agir sur la pollution au long cours. Très bien. Alors, on passe à la troisième affirmation. Alors là, ne donnez pas la réponse trop vite. On va laisser les gens se faire leur propre idée. La pluie nettoie tous les polluants dans l'air. Donc c'est vrai, on entend parfois dire que quand il y a des épisodes de pollen, de concentration de pollen assez importante, quand il pleut, ça nettoie un peu les choses et on peut respirer mieux. Donc on a tendance à se dire que c'est vrai pour tous les polluants. Ça purifie un peu. Exactement. Ça peut être une représentation qu'on a. Alors est-ce que c'est plutôt vrai ou faux ? Alors c'est faux. Moi, j'aime bien aussi dire que quand il pleut, tous les polluants vont dans l'eau, mais c'est vraiment une blague. Il y a les conditions météorologiques qui peuvent influencer justement les niveaux de pollution. On peut avoir des pics de pollution en hiver, quand il y a des conditions de froid. On peut avoir aussi des pics de pollution sous des conditions d'ensoleillement. On a quand même de la pollution même quand il pleut. Il y a quand même une saisonnalité avec les polluants. Il y en a certains qu'on retrouve plus à certaines périodes qu'à d'autres dans l'année. Des niveaux élevés de particules et dioxyde d'azote, ça va être plutôt en hiver, mais c'est lié aussi aux sources qui sont associées à ces polluants, plus de chauffage. Donc, on va plus les retrouver en hiver. Et puis l'été, je vous ai parlé du polluant comme l'ozone, qui est lié justement... qui est formé par les conditions d'ensoleillement. Donc là, on va plutôt retrouver les pics d'ozone en été. Parfait. Alors maintenant qu'on a démêlé le vrai du faux, on va s'intéresser plutôt à votre parcours. On va essayer de voir comment vous en êtes arrivés là toutes les deux. C'est notre séquence en coulisses. Alors on aime bien commencer cette séquence par un petit défi, un petit challenge. On va vous demander à chacune de vous présenter en 30 secondes top chrono. Marion, c'est vous qui commencez. Allez. Dès que vous êtes prête, on lance le chrono. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui, allons-y. Alors, top chrono. Donc moi, après le bac, je voulais faire de la chimie. Donc j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles avant d'intégrer une école d'ingénieur de chimie pour 3 années de formation. Je savais que je voulais travailler sur la protection de l'environnement. Donc j'ai choisi mes options et mes stages autour de cet objectif. J'ai poursuivi avec une 6e année d'études pour me spécialiser en évaluation et gestion des risques
risques sur la santé. C'est ce qui m'a conduit justement à mon métier d'aujourd'hui. J'ai fait un premier poste au ministère de la Santé. Et ensuite, j'ai intégré l'ANSES, donc qui s'appelait à l'époque l'AFSET, où j'ai commencé par la conduite d'expertise, la coordination d'expertise, puis j'ai évolué en poste de management, appui, et puis aujourd'hui responsable d'une équipe de 15 personnes. Très bien. Bon, il en fallu 15 secondes de plus quand même. Oui, malheureusement. Merci beaucoup, On va voir si vous Marion. faites mieux, Clémence. Oui, c'est à vous. Est-ce que vous êtes prête? Allez, c'est parti. Bon, on lance le chrono. Donc moi, après un bac scientifique, je me suis dirigée vers des études de pharmacie sans projet professionnel clair pour l'intérêt en fait, des enseignements, notamment en chimie et en biologie. Et au cours de mon parcours, j'ai découvert le domaine de la santé publique qui m'a très vite attirée. Je me suis spécialisée en évaluation et gestion des risques sanitaires liés à l'environnement. Et j'étais amenée à exercer un premier poste aux sciences scientifiques et techniques du bâtiment sur de l'analyse de polluants dans l'air. Et finalement, dans un deuxième poste, je suis arrivée à l'ANSES, où j'ai fini par me spécialiser en santé au travail. Bravo. Merci. Merci à toutes les deux. On reste un peu sur notre fin. Vous avez comme d'autres choses à nous dire. Marion, on peut dire que votre métier est une vocation de longue date. La chimie et plus généralement l'environnement, c'est des domaines qui vous attirent depuis toujours? Alors, je l'ai vraiment identifié au moment de faire mes études et c'était important justement d'identifier ces centres d'intérêt. Ça m'a vraiment permis de construire ma vocation. Et j'avoue aussi qu'au-delà de protéger l'environnement, de le voir sous l'angle de la protection aussi de la santé, ça a été aussi un élément marquant qui m'a amené justement à faire ce métier aujourd'hui. Donc l'aspect intérêt public, c'est quelque chose qui vous a Oui, et la parlé. protection de la santé publique, c'est vrai que ça, c'est la dimension santé publique a vraiment été importante aussi pour moi et c'est quelque chose qui m'a vraiment motivée de poursuivre dans cette voie-là. Parce qu'on peut voir la pollution de l'air comme un moyen juste de la traiter, pas forcément de trouver des solutions aussi pour protéger la santé des populations. Clémence, pour vous, au départ, les choses étaient moins claires. Vous aviez une idée qui était complètement différente, une idée de métier. Je peux le dévoiler? Oui. C'était décoratrice d'intérieur. Bon, on voit qu'il y a une différence entre cette idée que vous aviez au départ et puis ce que vous faites aujourd'hui. Comment voilà, votre réflexion s'est construite au fur et à mesure de votre parcours? Déjà, je me suis heurtée au principe de réalité. Parce que pour accéder à ce type de métier, les formations vers les métiers artistiques sont assez sélectives. Et puis finalement, en terminale, j'ai eu un peu de révélations sur les matières scientifiques et je me suis dit que c'était quand même dommage de les laisser de côté. Et donc j'ai souhaité poursuivre du coup dans une filière qui permettait de développer mes connaissances en chimie, en biologie. Et après, ça a été un peu des rencontres avec certains professeurs, avec certaines matières et la découverte de parcours que je ne connaissais pas au moment où j'ai commencé mes études de pharmacie. Mais par contre, je savais que c'était des études qui permettaient de déboucher sur un très large panel de métiers et d'activités professionnelles. Oui, ça vous laissait un nombre de portes ouvertes encore assez important. Mais c'est aussi sélectif que les métiers plus artistiques. Oui, mais c'était pas pour accéder aux études de pharmacie, c'était pas sur dossier scolaire, c'était sur concours. Donc après, il fallait faire ses preuves au moment du concours, alors que pour les filières artistiques, il fallait déjà justifier d'un dossier extrêmement solide. Et puis bon, j'avais un peu cette idée, c'était un peu un fantasme, je pense, plus qu'un réel projet professionnel au départ. Donc c'est un bon conseil à donner, peut-être de garder des portes ouvertes et d'essayer de pas se fermer des opportunités. Je pense que oui. En tout cas, dans mon cas, ça a bien fonctionné. Alors, vous vous rejoignez toutes les deux sur un point quand même, sur l'aspect santé publique. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur? Oui. C'est vrai que j'ai vraiment envie d'exercer un métier d'intérêt général au service de la santé, de la prévention, de l'amélioration de la santé pour tous. Et donc pour ça, vous avez fait pareil, une 6e année comme Marion pour vous spécialiser? C'était un master en fait, qui est une 6e année, c'était un master. Et oui, je pense qu'on a fait le même master en fait, pas en même temps. Et donc était ouvert sur l'évaluation des risques, la toxicologie environnementale, la prévention et la gestion des risques sanitaires. En fait, ça a amené à exercer beaucoup dans le domaine public, mais pas que. Mais je trouvais que les missions des activités qui étaient proposées dans le domaine public étaient me semblaient beaucoup plus intéressantes. Et aujourd'hui, au quotidien, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce qui vous motive? C'est une question pour toutes les deux.
Derrière la démarche aussi d'évaluation des risques, c'est vraiment se baser sur les connaissances scientifiques les plus récentes et de regarder ça sous un angle sanitaire, de vraiment essayer de voir quelles recommandations on peut faire pour améliorer la santé des gens sans considérer d'autres critères techniques, économiques, de faisabilité. Donc c'est vraiment très scientifique. Mais le cadre de l'évaluation, c'est vraiment aussi cet aspect-là. On peut vraiment traiter des données avec cet objectif-là sans avoir d'interférence. Et vous, Clémence ? Outre ce que vient de dire Marion, il y a vraiment la notion de collectif, expertise collective, travail. Dans nos équipes, c'est collectif. Il y a vraiment quelque chose qui... Enfin, moi, je suis convaincue par les bénéfices d'un travail qui sort d'un groupe. Pour moi, c'est fondamental, en fait. Ça donne une richesse de points de vue, de réflexion, exactement. etc. Il y a un adage qu'on entend souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et vraiment, c'est ça. Je suis persuadée que nos expertises seraient beaucoup moins riches. Peut-être qu'elles sortiraient plus rapidement, mais elles seraient beaucoup moins riches si on les menait tout seuls. La pluralité des points de vue est cruciale. Alors pareil, dernière question pour toutes les deux. Si vous deviez donner un conseil à votre vous de début de carrière, quel serait ce conseil ? Alors de réfléchir soi-même à ses choix, de parler avec le plus de monde possible, issus d'horizons très variés, de tout âge, pour justement essayer de voir les parcours des gens et de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et pareil, de pouvoir aussi changer d'avis, il ne faut pas hésiter. Et vous, Clémence ? Se faire confiance. Merci à toutes les deux. Alors avant de se quitter, on vous avait demandé en préparant l'émission de nous partager des recommandations culturelles. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors Marion, vous avez choisi, je vous laisse le dire, quelle est votre recommandation ? Ma recommandation, c'est la mini-série Tchernobyl de 2019. Donc elle raconte l'accident qui s'est passé dans cette centrale nucléaire de Tchernobyl dans les années 80. On est au temps de l'URSS. Donc par rapport aussi à la question de la santé au travail qu'on a abordée aujourd'hui, cette série témoigne des conséquences sur la santé pour les travailleurs qui étaient présents dans la centrale le jour de l'accident, mais aussi des services de secours qui sont intervenus, les pompiers. Et elle montre aussi les connaissances scientifiques de l'époque par le biais aussi de personnages comme des scientifiques et puis les décisions qui ont été prises par les politiques. Donc moi, je recommande vivement cette série. C'est un format court, c'est que 5 épisodes. Moi, j'ai adoré. 5 épisodes d'environ 1 heure à voir. Et vous, Clémence, quelle est votre recommandation ? Ma recommandation, c'est un triptyque de films de Stéphane Brisé autour du monde du travail. Donc, La loi du marché, En guerre et un autre monde. Ce sont des thèmes communs, du coup ? Oui, mais sous des angles complètement différents. Donc, on va retrouver Vincent Lindon, qui est un peu le personnage central de chacun des films. Dans le premier film, il est un chômeur d'une 50aine d'années en quête d'un emploi. Dans le deuxième film, il est un responsable syndical qui lutte pour que son usine ne ferme pas. Et dans le troisième film, il est un cadre qui négocie un plan de redressement, un plan social avec ses salariés. Donc il y a vraiment 3 points de vue différents. C'est extrêmement intéressant sur le monde du travail, la violence du monde du travail, surtout dans nos sociétés actuelles. Et ça aborde justement des thèmes que nous, on essaie de mettre à l'ordre du jour, à nos agendas, dans nos expertises en santé au travail à l'agence, l'organisation du travail, la violence au travail, la santé mentale. Et voilà, c'est un aperçu, parce que ça ne dresse pas l'ensemble de la question, mais je trouvais que c'était assez parlant sur ce domaine-là et sur le domaine de la souffrance au travail. On vous réinvitera peut-être pour parler de ces prochaines problématiques. Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. Merci à toutes les deux d'être venues, merci pour toutes vos explications et merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Science en question tout aussi passionnant. Ciao les sorciers.